Alors Eric, voilà, on a une question sur la problématique de je ne suis pas le corps. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus Je ne suis pas le corps, c'est toujours pareil, parce que je le perçois. Hein? La notion de je suis le corps s'est développée dans la petite enfance. Bon. Le petit bébé a réalisé que les gestes obéissaient à la volonté. Donc il avait la possibilité de bouger le bras, tout ça, installe-toi là. Il avait la possibilité de bouger le bras, de bouger les pieds, etc. Et donc, après, à partir de là, à partir de la découverte de la capacité qu'on avait de bouger volontairement le corps, le bébé s'est identifié au corps. Donc bon, on va pardonner au bébé, on va pas leur en vouloir. Bon. Mais c'est quand même une histoire de bébé. Hein? Alors, pour la tradition, après 14 ans, on devrait avoir mûri. Hein. Et donc c'est pour ça qu'on peut recevoir l'initiation à partir de 14 ans. Et donc cette confusion avec le corps devient absurde. D'ailleurs, si on veut bien réfléchir, c'est pas aussi clair que ça. Parce que il y a de l'incohérence dans le langage qui s'identifie au corps. La personne dit j'ai faim. Bon, d'accord. Elle mange, puis elle mange trop. Après, elle a mal au ventre. Mais elle ne dit plus que c'est elle qui l'a fait, ça. Elle dit qu'elle le subit. Tu dis, mais pourquoi tu as fait une indigestion? Ah non, non, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai fait l'indigestion. C'est le corps. Ah oui, mais alors c'est ton corps ou c'est pas ton corps? Parce que si c'est toi, tu fais l'ensemble des choses du corps. Donc tu fais l'indigestion comme tu as fait l'appétit. Hein? Bon, voilà. Donc, tout ça n'est pas clair. C'est pour ça que je dis que c'est une histoire de bébé. Parce que c'est l'habitude du langage de dire je fais ça, je... Mais non, non. Et puis alors, si on observe un peu mieux, si on garde l'histoire de la faim, on s'aperçoit que la faim apparaît. Et puis, quelques secondes après, pop, la pensée j'ai faim arrive. Même si c'est une demi-seconde, peu importe. Il y a d'abord la sensation et j'ai faim. Il y a d'abord la douleur et après j'ai mal. Donc, on commence à comprendre, en observant ça, que le corps produit des sensations, des désirs, des choses comme cela, et que le mental surimpose à ça une propriété fictive. Donc il faut bien saisir ça. Le corps fonctionne tout seul. Hein. Il n'a pas besoin de la pensée « je » pour produire de la faim, pour produire du sommeil. Il y a le sommeil qui apparaît, il dit « Ah, j'ai sommeil, je vais aller dormir ». Il y a d'abord eu le sommeil. Voilà. Donc tout ça, ce n'est pas un jeu qui produit ça. D'ailleurs, bon, et alors après, la personne va dire « j'ai sommeil aujourd'hui », et puis demain, elle va dire « ah bah oui, mais je ne trouve pas le sommeil ». Bon, alors il faut savoir, est-ce que c'est elle qui fait le sommeil ou est-ce qu'elle le subit? Or, je ne peux pas être ce que je subis. Quelque chose que je subis m'est étranger. Or, bon, c'est bien gentil de dire j'ai mal, mais si je le subis, c'est pas moi. Et si je le subis pas, j'ai qu'à arrêter la douleur. Donc de deux choses l'une. Soit le corps produit un ensemble de sensations par une série de lois de cause à effet qui s'expliquent d'ailleurs au niveau physiologique, mais soit il a sa propre vie, soit c'est moi. Si c'est moi, je suis propriétaire, je suis responsable, je suis producteur. Si je subis, c'est pas moi. Donc on voit bien que l'identification au corps n'est pas quelque chose de très intelligent, ni de cohérent, quand on veut bien analyser les choses. C'est seulement une habitude de bébé qui a été conservée. Voilà. Donc ce qui est proposé, c'est de constater que le corps a sa propre vie,
que cette vie m'échappe. Sinon, tout le monde déciderait, quand il va mourir, de quelle maladie, à quel moment. Hein. Bon, donc tout ça m'échappe. Donc, la vie, le corps a sa propre vie, et je ne fais que percevoir. Alors oui, je peux bouger la main volontairement. Oui, ça j'avais remarqué, merci. Bon. Mais à part ça, à part des gestes, à part des choses comme ça, globalement, le corps ne m'appartient pas. Bon, voilà. On peut agir, on peut faire bouger quelque chose qui n'est pas nous, qui ne nous appartient pas. C'est le cas du corps. Donc mettre son identité dans le corps, c'est ne pas être logique. Hein, c'est de ne pas avoir analysé les choses. Justement, l'Advaita se base sur la discrimination, sur l'analyse logique. Donc là, il y a une distinction à faire entre le sujet qui perçoit, c'est-à-dire moi en tant que conscience, et l'objet de ma perception. Et confondre le sujet et l'objet, c'est être atteint d'un grave manque de logique. Donc tout ça est assez incohérent. Alors comprenons que l'ego, donc, c'est quelque chose qui se surimpose. Bon, c'est valable pour le corps, on pourrait dire pour le mental ensuite, mais pour l'instant on est sur le corps. C'est quelque chose qui se surimpose et qui fabrique une entité. Mais une entité fictive. Parce que cette entité, personne ne l'a jamais vue. Alors imaginez quand même le degré d'incohérence de la vie humaine qui va se fonder entièrement sur une soi-disant entité qui dit je, qui s'attribue le corps, mais que personne n'a jamais vu, ni dans le corps, ni dans le mental. Pourquoi je dis ni dans le mental ? Parce que lorsque j'observe le mental, je vois défiler des pensées qui se succèdent les unes aux autres. Il peut y avoir des pensées réfléchies, il peut y avoir des pensées spontanées par association d'idées, d'accord ? Il y a toute une vie mentale. Dans cette vie mentale, il y a une pensée récurrente qui dit « je », c'est vrai aussi, mais un « je » qui serait le penseur qui produirait la pensée, personne ne l'a jamais vu. C'est une croyance qui ne repose sur rien. Donc on crée une entité fictive. Il y a une vie du corps, d'accord. Il y a une vie psychologique, on est aussi d'accord. Le propriétaire de ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qui se passe si on cesse de croire au propriétaire, en l'existence du propriétaire ? Eh bien la vie se simplifie. Parce qu'il n'y a pas besoin de dire « je » et de penser « je » pour avoir faim, pour aller préparer la nourriture et pour la manger. Pour aller travailler, pour faire ceci, pour faire cela, il n'y a pas besoin d'un « je ». La pensée « je » se surimpose. Alors nous tombons devant un problème. Elle se surimpose, mais l'habitude de cette pensée « je » est profondément enracinée et elle fait partie des mécanismes de la pensée. Donc la pensée produit la pensée « je ». Mais en dehors de la pensée « je », on ne trouve pas l'existence du « je ». Donc on peut parler d'un « je » comme existant en tant que phénomène psychologique, c'est-à-dire production de la pensée « je », mais ce que désigne le « je » n'existe pas. Vous comprenez, il peut y avoir comme ça des pensées ou des phrases qui ne correspondent à rien. Si par exemple je vous dis à côté de moi est assis un tigre avec des dents de papier, c'est une phrase, vous l'entendez, elle existe en tant que phrase, mais il n'y a pas de tigre à côté de moi. Donc c'est une phrase et une pensée qui ne correspond à rien. C'est pareil pour la pensée « je ». Elle se formule en tant que pensée, elle existe en tant que pensée,
Mais quand on observe, il n'y a rien. Donc c'est quelque chose de fictif, qui s'est développé comme ça. Alors, comment se débarrasser de ça? Eh bien, si je considère qu'il ne faut plus penser je, il faut que la pensée je s'arrête, eh bien, j'aboutis à une impasse. J'aboutis à une impasse parce que il y a des mécanismes mentaux, parce que les mots sont liés aux pensées, les pensées sont souvent des verbalisations silencieuses, etc. Et tout le langage et tout ça est imprégné de cette notion. Donc il faut que je change tout ça. Bon, il faudrait peut-être parler comme Amanda Moyi, qui disait « ce corps-ci vous dit, ce corps-ci va faire ». Bon, dans le cas d'un monastère ou d'un ermitage, on peut envisager cette pratique pour aider. Mais ça semble quelque chose de très compliqué, parce que il faudrait qu'il n'y ait pas seulement la parole qui dise ça, il faudrait que la pensée le dise aussi. Donc il faudrait changer tout le système de représentation interne. Ce que l'on propose est beaucoup plus simple, c'est de cesser d'y croire. C'est-à-dire quand la pensée « je » se formule, qu'on sache que c'est une formulation conventionnelle, fictive, une habitude, verbale ou mentale, qui ne désigne rien de réel. À ce moment-là, cette habitude, cet automatisme mental devient sans danger. Ce n'est plus un problème. On n'y croit pas. Si parallèlement à ça, ma sensation d'existence, mon identité, en tant que conscience qui perçoit, conscience immatérielle, eh bien si cette sensation d'être, en tant que pure conscience immatérielle percevant l'instant, croît, la possibilité de créer l'illusion d'un je disparaît. Parce que, par exemple, comment voulez-vous à l'instant même que la croyance « je parle » m'effleure si j'ai la sensation, le vécu intérieur d'être la conscience éternellement silencieuse? Ça ne peut pas m'effleurer. C'est pas possible. Je perçois le petit bonhomme parler. Mais je ne peux pas le croire. Même si on le dit, même s'il y a une phrase qui dit « je ceci, je cela », c'est conventionnel. Ça n'entraîne plus la conviction. Donc ce qu'il faut modifier, c'est votre conviction profonde qui est liée à votre sentiment d'existence. Vous vous sentez exister comme quoi? Donc, soit comme une conscience, soit comme un penseur, soit comme un corps. Bon, à vous de choisir. Si vous vous sentez exister comme une conscience, la pensée n'est qu'un phénomène que vous percevez, le corps est un objet de perception, vous ne pouvez pas vous confondre avec. Et arrive un sentiment intérieur, un sentiment d'existence, de légèreté, d'espace, d'absence d'emprisonnement dans un corps. L'idée d'imaginer qu'on soit emprisonné dans ce que d'anciens maîtres appelaient le sac de peau devient une espèce de blague. Hein, et donc ce n'est pas possible que vous pensiez de telles inepties. Voilà. Donc il y a de la réflexion à faire, il y a de la constatation, de l'observation, et à partir de là, eh bien, une fausse croyance disparaît, une croyance de bébé disparaît, et apparaît une croyance d'adulte, c'est-à-dire je suis celui qui perçoit, je ne suis pas les objets perçus. C'est ça qui est proposé.
Donc, c'est très bizarre de penser qu'on est le corps. Hein? Que d'après ça, le corps se percevrait tout seul, alors. C'est pas possible. Il y a forcément une conscience qui perçoit le corps. Une conscience qui perçoit les pensées. Quand arrivent les rêves nocturnes, où est la perception du corps? Elle a disparu. Et vous êtes toujours là en train de percevoir le rêve. Le caractère immatériel de la conscience apparaît clairement. Voilà ce qui est proposé.